Salut à tous, c'est Bank Channel, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de thérapie familiale. J'exagère parce que clairement c'est pas ce qu'on va faire, mais c'est pour vous parler un peu de Virginia Satir. Je vais vous parler de Virginia Satir par rapport à un DVD que je suis en train de regarder et que je trouve très cool et qui nous donne un petit peu sa manière de bosser. Il faut voir que Virginia Satir, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est une des membres du quoi c'était une des membres du Mental Research Institute à Palo Alto et bon, elle a été carrément mise de côté. Imaginez le sexisme dans les années 70 qu'il pouvait y avoir, mais ce qu'elle a souvent dit de son expérience à Palo Alto, c'est que elle avait la paix pour faire les expériences qu'elle avait envie et elle avait donc énormément de possibilités de bosser. C'est quelqu'un qui est reconnu aux États-Unis dans le mouvement de la thérapie familiale, dans de la systémie. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à bosser la thérapie familiale, la systémie. On le retrouve beaucoup dans l'hypnose. Il y a d'ailleurs tout un travail sur l'hypnose systémique qui existe. Et c'est chouette quand vous faites des thérapies de groupe ou des thérapies de couple ou des thérapies familiales, bien sûr, de comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment passionnant. Donc là, sur cette partie du DVD, c'était process de changement. Alors pour elle, il y a 5 étapes. Étape 1, le statu quo, donc capter où est-ce qu'on est en train de vivre. Étape 2, introduire une nouvelle information, un élément étranger dans le système. 3, le chaos. 4, que je vous dise pas de bêtises. Eh ben, j'ai dû le noter quelque part. Oui, la pratique. Et 5, à nouveau, le statu quo. Donc, c'est un nouveau statu quo. Donc, l'idée derrière, c'est quoi? Dans la première phase de statu quo, c'est observer, donc prendre conscience de l'ensemble des éléments qui nous sont dissonants et de l'ensemble des rouages qu'on met en place. Okay, ça pourrait se ramener à faire des régressions à la cause, de la psychanalyse, de l'interprétation de son passé. Quoi. Il y a pas mal de systèmes qui pourraient nous emmener à ça. Et on se rend compte, en fait, de nos modèles de répétition. En somme, on prend en compte les patterns, c'est-à-dire les schémas répétitifs qu'on met en place. Et on les met pourquoi en place? Parce que tout simplement, on a cette notion de réguler notre énergie, et notre jauge d'énergie n'étant pas illimitée, on se dit, si je fais toujours la même chose, même si c'est chiant, c'est plutôt mieux que de chercher un changement qui me demanderait trop d'énergie à un moment donné. Bon, ça, on est dans le principe de base. Donc, on va être dans cette notion de statu quo qui va nous permettre à un moment donné de réaliser que c'est pas OK. Et dans cette notion de c'est pas OK, on va... Alors, qu'est-ce qu'elle a mis comme truc sympa? Ah oui, elle dit on le maintient parce que on peut le prédire. On peut prédire ce qui va se passer, c'est familier. Donc on est vraiment dans la notion du pattern. C'est familier, je le répète, je peux prévoir les choses, donc je ne suis pas angoissé, donc je ne vais pas dans des zones qui sont inconfortables, donc tout est OK pour moi. Donc bon, elle donnait quelques exemples. Pour elle, c'est intéressant, elle parle du changement comme un processus qui est chirurgical. C'est important de prendre en compte que faut être précis sur le questionnement qu'on va avoir, sur les suggestions qu'on va proposer, les orientations qu'on va donner. Et c'est intéressant parce que, imaginez, elle bossait avec GLA, elle bossait avec Mimile, qui... Ouais, non, j'allais vous dire une connerie. J'allais dire qu'à la même époque, vous disiez qu'il fallait être pas forcément précis sur les choses, alors que pas du tout. Milton Erickson comme GLA, à cette époque-là, justement dans tout ce qui a été création de la thérapie brève, disait il fallait que les sessions soient précises, qu'on sache exactement où on va, ce qu'on fait et avoir un retour positif de la séance à la fin. Donc la précision, la notion chirurgicale de j'ai un effet par rapport à l'acte qui a été proposé, c'était vraiment l'état d'esprit du Mental Research Institute à l'époque. Alors après, donc, on passe sur la deuxième étape qui est insérer un nouvel élément, un élément étranger. Elle dit foreign, donc étranger. Ça permet donc de déstabiliser le système, ouvrir le potentiel de l'espoir. Et elle parle d'espoir. Alors, pour les personnes qui suivent un petit peu l'hypnose, souvent on dit
L'espoir, c'est pas un mot qu'on exploite souvent. Elle l'a maintenu. Elle dit vraiment, je pense qu'il faut qu'il y ait cette espérance, cette flamme qui se dise que le statu quo maintenant, on va le modifier. Et on va le modifier parce qu'on on y amène un nouvel élément. Une personne, une activité, une façon de penser, une façon de s'alimenter, une façon de courir, de bosser, une façon de s'habiller, une manière de se couper les cheveux, etc., etc. J'y amène quelque chose qui va être un corps étranger dans ce pattern. Et qu'est-ce que ça va faire à votre avis? Bah, au bout d'un moment, ça va emmener le chaos. Et le chaos, j'ai bien aimé ce qu'elle disait. Elle dit c'est en fait un moment où tu es déjà trop parti. Donc faire demi-tour, c'est la galère. Mais en même temps, tu es trop loin pour arriver là où tu as envie d'arriver. Donc là, tu es dans un espèce de truc où c'est un bordel sans nom. C'est pas agréable. Ça pète tes croyances. Ça pète tes valeurs. Ça pète tes structures systémiques. Ça pète plein de choses. Et ça pète surtout dans ta tête. Hein. Ça fait... Et on n'est pas bien. Et ce qui est intéressant, ce qu'elle dit, un des points majeurs, c'est la notion de crise. Si tu as une crise, voilà, la notion qui va amener à la crise, donc du chaos, je crée une crise, et ben, ça permet de refocaliser, reformaliser les éléments et ça va être une étape décisive dans le chaos. Ah oui, ce qui est intéressant, c'est que dans le chaos, elle dit, on a des choses à leur enseigner, c'est que il faut qu'on leur apprenne à ce moment-là à se relâcher, à respirer et à étudier. Étudier ce qu'ils sont, étudier où ils veulent aller, étudier pas mal de choses. Et qu'ils aient aussi la possibilité de voir leurs forces et les attentes positives qu'ils ont du cheminement qu'ils sont en train de faire. En fait, c'est normal, c'est en gros dire, retourne pas ta tête pour te dire, oh putain de merde, où est-ce que je vais? Et c'était relou là-bas, mais au bout du compte, j'étais pas si mal que ça. Mais au contraire, focaliser vers un avenir et dire, ok, tout ça, ça va le faire. J'y vais, j'ai des forces, j'ai des potentiels. Je suis dans la peur, j'ai l'impression que je vais péter dans tous les sens. Bah, c'est très bien, ça me permet de m'orienter réellement parce que je ne peux plus faire marche arrière. Après, il y a la pratique, donc l'étape 4. On arrive dans une phase de mise en application, mise en pratique. Donc, en fait, voilà, là, elle n'est pas restée hyper longtemps dessus. Mettre en place des choses qui vont permettre d'avancer, de se sentir mieux, donc que ce soit des méditations, de l'auto-hypnose, un travail d'accompagnement, des lectures, etc. etc. Et mettre en place des choses qui sont constructives par rapport à l'expectation, donc l'attente et la volonté d'eux. Et là, on arrive dans une démarche active, et comme elle dit, il y a des moments, il va falloir se rendre compte que c'est pas toujours simple et que ça va être des périodes difficiles, donc il faut le savoir dès le départ de ce travail de processus de changement. Et là, c'est un boulot où elle dit, si tu vas pas dans le concret, si tu vas pas dans la vraie vie, si tu mets pas réellement les choses en place, ça sert à rien de faire ton début de process de changement parce que tu risques d'arriver à quelque chose qui est assez moyen. Et enfin, hop, on arrive à un moment où on se pose et on recrée un statu quo, on observe le statu quo et en gros, on pourrait dire c'est la phase d'intégration. Ce qui est sympa, elle donnait un petit truc, elle disait, alors, pour elle, il y a deux éléments à prendre en compte. Dans le niveau 1, elle dirait le niveau d'anxiété de 99% pour 1% de confort. Niveau 2, donc qui est apporter un élément extérieur, elle dit pareil, 99,1 parce que ça met hyper mal à l'aise. Le chaos, au départ 99,1 et puis on arriverait à la fin du chaos, donc au moment de la crise existentielle, de remise en question, toute cette notion-là où ça redonne un sens, 50-50. Confort, anxiété. Et après, elle dit, pratique, ça nous emmène vers du 40-60. D'accord, 40% en confort, 60%... 40% anxiété, 60% confort. Et à la fin, le statu quo, ça va emmener, et elle dit au départ, on est juste à 30% d'anxiété, 70% de confort. Et elle dit pas on est à 99,1. Parce que ce qu'elle explique, c'est que à ce moment-là, on a toute une démarche justement de pratique à continuer et d'intégration qui va demander un certain temps et toujours de capacité à observer tout ce qui a été fait et tout ce qu'on est en train de mettre en place pour ce jour et demain, qui va demander un temps qui est plus long avant d'arriver réellement à cette énergie, cette envie, cette motivation qui fait qu'on a changé quelque chose. Et pour elle, moi vous savez que j'aime pas le mot changer, et elle dit changer en fait c'est grandir. Et je trouve que vu comme ça, c'est super intéressant
comme concept. En tout cas, voilà une première étape. Je vais regarder d'autres parties du DVD. Je vous ferai un feedback si je trouve que c'est intéressant. N'hésitez pas donc à aller vous renseigner sur Virginia Satir. Vraiment, je pense que ça plaira à tout le monde. Elle est absolument extraordinaire, cette femme. Et si vous avez des connaissances ou même carrément des vidéos à partager avec du monde, n'hésitez pas. Comme ça pourra permettre de mieux connaître et de nous faire avancer dans nos propres disciplines. Comme d'habitude, tout ce que je vous propose ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Be one.